Et ben, si ça vous va, je vais démarrer tout de suite. Peut-être avant d'attaquer le vif du sujet, en 2 mots. Aujourd'hui, c'est le 4e Expert Insight d'Avisio. C'est des formats hyper courts, assez impactants. Au lieu d'avoir des keynotes où chacun des speakers va parler 10 minutes, c'est plutôt une conversation. L'idée, c'est de créer au maximum la conversation qu'on aurait dans un monde hors Covid. Donc, beaucoup de best practices, beaucoup d'anecdotes, pas mal d'interactions généralement dans le chat. Alors, petit point tout de suite plus technique sur ce sujet-là. Vous voyez, il y a le chat et il y a les questions. Alors, le chat, c'est pour la ville d'où on vient, les petites blagues, etc. En revanche, pour les questions, je vous invite vraiment à aller dans l'onglet questions. Il y a 2 raisons, mais à la fois, c'est plus pratique et aussi, ça vous permet à chacun de voter pour les questions. Donc, il y a un système d'upvote et on prendra… On prendra la porte, visiblement. Donc, alors, on va continuer. Guillaume. Voilà, j'ai trouvé le moyen. Escape. Allez, la connexion Alsace. Bon, I'm back. Je disais sur les questions, je prendrai du coup en priorité les questions avec un maximum d'upvotes. Et l'idée, c'est qu'on n'attende pas la fin du webinar pour les questions, mais qu'on les prenne au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça à les prendre au fur et à mesure. Et après, sur la thématique, alors, beaucoup l'ont dit, l'international en ce moment, c'est pas hyper intuitif et en même temps, il y a plein de choses à dire sur le sujet. Comment on attaque l'international depuis Barcelone, comment on gère le business français ou européen depuis Barcelone, dans ce contexte hyper particulier. Donc, ce sera le focus du jour avec, du coup, Benoît, qui est le co-founder et CTO de Peppernest, qui est une belle activité là-bas, et Guillaume Rostand, qui est le président de la French Tech. Donc, si ça vous va, je vais vous laisser dire un mot et puis on reviendra sur le rôle d'Avisio. Ok. Bon, Benoît, je te laisse commencer. C'est beaucoup plus intéressant que moi. Bien sûr, mais ça marche. Enchanté, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je m'appelle Benoît, je suis du coup cofondateur de Peppernest et CTO. Ce qui surtout m'amène ici aujourd'hui et un intérêt pour aujourd'hui, c'est que je m'occupe de pas mal de choses chez Peppernest et en particulier, c'est moi qui me suis pas mal impliqué lors de notre arrivée à Barcelone et lors de notre implantation à Barcelone. Encore aujourd'hui, je fais pas mal d'allers-retours entre Barcelone et Paris pour suivre les équipes qui sont à Barcelone et du coup, voilà, c'est dans cette qualité-là que je vais pouvoir peut-être répondre à quelques questions. Ah oui, j'espère. Et toi, Guillaume? Moi, je m'occupe de l'association de la French Tech. C'est une association à but non lucratif. C'est une sorte de gros BDE de gens qui aiment boire des coups et qui travaillent dans la tech française à Barcelone. La spécificité, c'est que Barcelone, il y a énormément de Français. C'est quasiment une petite ville de province en soi. Et il y a beaucoup de boîtes tech qui viennent pour tout un tas de raisons. Et du coup, c'est une communauté un peu hétéroclite, très sympa. Et mon boulot, c'est d'essayer pas mal de connecter les gens entre eux quand ils arrivent, quand ils sont sur place, de filer des infos, des coups de main, d'être un catalyseur de pas mal de choses. Et voilà, ça m'amuse beaucoup de le faire parce qu'on tout le monde est content d'être à Barcelone et on bosse tous dans la tech qui sont des sujets plutôt intéressants. Donc, ça fait des échanges vraiment cool. Top. Et du coup, c'est aussi le choix de ces 2 speakers. Pour info, Guillaume fait partie du réseau d'experts d'Avisio. Il aura la vision plus le benchmark, la vision globale de qui sont les boîtes en local, alors que Benoît va amener une vision plus entrepreneuriale et de l'intérieur. Juste avant de commencer, un petit mot sur Avisio. Pendant que vous êtes presque tous là, Avisio, c'est un réseau de 400 experts, des top managers, donc des CFO, des DRH, des CPO, des co-founders, qui partagent leur expertise métier pour secouer le cocotier du recrutement. Ça passe par de l'assessment, donc de peer-to-peer, mais aussi par le référencement de pépites, souvent hors marché, puisque les experts ils viennent partager leur réseau pro-perso. Donc à ce titre-là, on a pas mal d'experts. Là, je vois des noms passer. Il y a notamment Sébastien, voilà, qui sont là aujourd'hui. Et on est très content en tout cas de vous recevoir tous les 2 pour cet expert Insight et ravi que vous, les participants, vous animez un maximum ce topo. Je vous propose de commencer tout de suite. Il y a déjà une première question, c'est d'Anne. Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de Français à Barcelone? Je pense qu'Anne, c'est une excellente question pour démarrer. Qui s'y colle?
Ah, celle-là, je vais la prendre. Ouais, Parce que, alors, pourquoi il y a beaucoup de Français à Barcelone? Alors, la vérité, c'est que la qualité de vie est top, mais que Barcelone regroupe plusieurs vrais bénéfices et que c'est pas loin de la France. C'est dans un environnement espagnolo-catalan, mais c'est presque, enfin, c'est vraiment très français. On s'adapte culturellement très facilement à la ville et que la qualité de vie est absolument incroyable. Je pense que tous les gens qui ont vécu ou qui sont passés à Barcelone le savent. Donc, en fait, la position géographique, la qualité de vie sont, je dirais, du point de vue individuel, la raison pour laquelle on vient, et de manière, et pour les entrepreneurs, c'est qu'en fait, on peut avoir, le gros intérêt, c'est des ressources à un prix compétitif, cosmopolite, multilingue, qui permettent, dans le cas des boîtes French Tech, il y a plusieurs typologies, mais typiquement Peppernest et pas mal d'autres, et qui a commencé un peu avec la fourchette il y a déjà 12 ans, c'est la capacité à scaler beaucoup plus vite en ressources. En gros, il y a plus de gens parce que cette qualité de vie fait que ça attire des individus. Donc, des boîtes qui ont besoin de scaler à l'international peuvent trouver plus facilement des ressources. Alors, il y a toujours des métiers sous tension, les devs, c'est pas général, il n'est pas applicable à toutes les professions, mais en gros, c'est l'idée, quoi. C'est que c'est vraiment un endroit super facile d'accès et hyper bien connecté. Et typiquement, il y a pas mal dans les communautés de gens qui sont ici, il y a pas mal de commuteurs. C'est une ville qui permet aux gens de bosser à Paris et de vivre à Barcelone et de faire les allers-retours toutes les semaines. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais donc voilà, il y a plein, c'est tous ces avantages. Et vraiment, c'est le soleil, la bonne bouffe, la mer, et puis les gens sont sympas. Ce que je disais au début, c'est que tout le monde étant content de vivre à Barcelone, les gens sont sympas entre eux, quoi. Et ça, c'est un vrai bénéfice de la ville, en plus de tout ce que je viens de citer. Mais on reviendra de toute façon sur le rôle de Barcelone comme hub et comme facteur d'attraction. Peut-être plutôt si on peut commencer par le gros de l'entonnoir sur le contexte. Le contexte de l'international pardon en ce moment. On disait que c'était pas intuitif. Je me souviens que quand on a préparé cet Expert Insight, on est notamment venu sur le rôle de est-ce qu'il faut partir, qu'est-ce qu'il en est de l'Asie et que finalement l'Espagne ça peut être un marché test. Guillaume, je te laisse peut-être la main. Ouais, en fait, l'idée, alors, donc Barcelone, et ça sera vraiment confirmé par ce que dit Benoît, c'est un super hub pour rayonner sur l'Europe du Sud ou pour avoir des ressources qui sont sur l'ensemble du scoping boîte. Effectivement, avec la crise du Covid, moi j'y vois une certaine valeur refuge. Ce que j'entends par valeur refuge, c'est que aller en Asie en ce moment, c'est compliqué. Donc tous les processus d'expansion internationale se sont un petit peu ralentis. Évidemment, parce qu'il a fallu surveiller le cash et puis essayer de passer la crise. Mais notablement, tous les territoires hors Europe sont plus compliqués à aller adresser. Les US, ça a quand même été bien le bordel. L'Asie, c'est compliqué. Et donc ça a freiné pas mal de développement. Et le fait, Barcelone, quand je dis Barcelone, c'est l'expansion européenne, voire sud-américaine, parce que c'est quand même une porte d'entrée, pour moi, elle apparaît comme une sorte de valeur refuge. C'est-à-dire, plutôt que d'aller investir quelques millions pour aller se lancer aux US, je vois pas mal de boîtes qui décident de consolider leur marché européen. Et c'est dans ce sens-là que Barcelone devient une valeur refuge parce que c'est un bon endroit pour le faire. Donc c'est une trend que j'ai pas, c'est une trend de l'industrie que j'ai pas en chiffres, hein, mais que je vois quand je discute avec des gens, notamment, en fait, il y a aussi le phénomène. Moi, je passe pas mal de temps avec des gens qui cherchent des boulots à Barcelone parce que bon, évidemment, c'est très attractif. Donc, tu as beaucoup de gens qui disent ah, je voulais une ville qui soit au soleil, indépendante de la France, machin, etc. Et je vois revenir des gens d'Asie, ce qui n'était pas le cas pendant, on va dire, la première année de ma présidence, une glorieuse présidence. Et là, je commence à avoir des gens qui m'appellent de Hong Kong, de la Chine et des US et qui veulent revenir en France, qui veulent revenir en Europe et qui choisissent Barcelone. Donc, en fait, tu as un double mouvement, c'est que pour l'instant, c'est compliqué en tant qu'employé et en tant qu'entrepreneur dans les continents plus lointains. Donc, du coup, valeur refuge, l'Europe et Barcelone ressort comme étant un endroit où on peut quand même continuer à attaquer d'autres marchés. Même si globalement, ouais. Complètement. En fait, c'est la beauté de cette ville, c'est d'être capable de rayonner sur tous les pays européens et voir. Il y a certains business qui sont mondiaux quand c'est du SaaS, quand c'est des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'une importation. Mais la beauté, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Et en plus, il y a une liquidité du marché du travail qui est énorme parce que, bon, malheureusement, les boîtes tech profitent, enfin, les boîtes tech qui fonctionnent profitent des boîtes tech qui sont pris une douille. Et du coup, j'ai beaucoup de cas de gens qui ont réussi à recruter des super profils, ce qui, dans des temps plus normaux, aurait été plus difficile. Typiquement, mon travail quotidien, c'est dans
je suis un travailleur du clic dans le monde des gens des voyages. Dans le travel, il y a une fuite de gens, ce qui est normal parce qu'il y a peu de perspectives, c'est en train de repartir, mais pendant les 6 derniers mois, j'ai vu plein de monde partir, changer. Et donc, pour les boîtes qui cherchent à recruter, et comme il y a beaucoup de boîtes de travel, je prends cet exemple-là, ça a été une belle, un bon marché. Il y a eu un bon mercato cet été. D'ailleurs, Benoît, tu vas nous parler de ton expertise, mais juste vous deux, est-ce que vous avez pour ceux qui sont présents aujourd'hui à Paris et qui n'ont pas forcément la vision locale, c'est quoi les grandes boîtes de l'écosystème local, qu'elles soient espagnoles ou qu'elles soient franco-espagnoles ou même que françaises, si on devait retenir un peu les grandes lignes du marché local? La fourchette. C'est d'ailleurs la question de Thomas. J'ai un peu pris en version longue. Je veux dire, on va se compléter, mais la fourchette, on va les citer en premier parce que c'est une des plus anciennes. PFIT, Mano Mano, qui c'est qui a Quanto. Ouais, il y a beaucoup. Alors, il y a des studios, ouais. C'est horrible parce qu'on va oublier plein de gens qui... Ouais. On voit en tout cas qu'il y a déjà quand même pas mal de gros Français qui ont osé le switch. Il y en a plein. Ouais, en fait, il y a des scale-up. Typiquement, moi, je pense à Peppernest, puis sinon à Peppernest, et puis il y a aussi il y a des scale-up françaises, donc effectivement Peppernest, Pefit. Il y a aussi beaucoup de sujets beaucoup de dev mobile, Ubisoft, Gameloft, et puis qui s'installent. Il y a la deuxième partie qui sont des startups locales, donc il y a effectivement Yego, il y a Derichi qui a fait toute son expansion depuis Barcelone. Tu as des boîtes comme ça qui montent, et singulièrement, il y a de plus en plus de projets vraiment ambitieux créés par des Français à Barcelone. Et après, dans l'écosystème hors français, mais il y a des Français partout, hein, c'est bien leur problème. Il y a dans les très grosses boîtes, tu as Typeform, Glovo, qui est l'une des plus grosses levées européennes, qui est ici, TravelPerk, et ça, ce sont des startups qui vraiment opèrent depuis Barcelone nativement. Tu as Social Point, qui est une grosse boîte de gaming qui s'est vendu plusieurs centaines de millions l'an dernier. Donc voilà, c'est à peu près les big names. Et j'allais oublier Criteo, qui a quand même eu jusqu'à 600 personnes ici. Oui, dans le chat, on complète aussi, il y a Welcome to the Jungle et VP aussi, qui sont là-bas. Merci pour ce point. Et en fait, c'est assez... à la fois, il y a beaucoup de boîtes, et à la fois, il y a un nombre raisonnable de boîtes, ce qui fait que, en tout cas pour les boîtes soit françaises, soit francophones, soit qui adressent à un moment donné le marché français, que je connais un peu, c'est assez facile de rentrer en contact avec ces boîtes, de discuter avec ces boîtes. Il y a une communauté qui se crée, grâce à Guillaume évidemment, grâce à la French Tech, et voilà, mais en fait, il y a le bon nombre de boîtes, je pense, et le bon état d'esprit sur les boîtes qui sont sur place pour que tu aies une communauté qui se crée et que ça soit assez facile quand tu arrives en tant que nouvel arrivant, que tu souhaites monter un bureau de 2 personnes ou de 2000 personnes. C'est assez facile de trouver les bonnes connexions et d'avoir les bons retours d'expérience. Et il y a vraiment une sorte de communauté qui se crée. Et du coup, toi, à titre perso et pour Peppernest, c'est quelque chose que tu as observé quand vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé, ça fait maintenant 3 ans, c'est ça? Ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Ouais. Et oui, c'est clairement quelque chose qu'on a observé. Moi, quand je suis arrivé, on a fait, je pense que ce que font toutes les boîtes qui cherchent à s'implanter dans un nouveau pays, c'est-à-dire que on a fait un peu la due deal des différentes localisations possibles. On disait tout à l'heure qu'à Barcelone, il y avait... on se demandait tout à l'heure pourquoi à Barcelone, il y avait autant de Français. En fait, il y a beaucoup de Français à Barcelone, mais il y a aussi beaucoup d'Italiens. Il y a pas mal d'Anglais. Il y a plein de communautés qui sont assez fortes à Barcelone. Ça a été un des gros atouts forts pour nous pour s'implanter à Barcelone. Le deuxième atout fort, c'est que c'est une ville qui est hyper attractive pour les gens depuis la France, mais aussi depuis plein d'autres pays. Et en fait, quand tu veux recruter à Paris, tu recrutes plus ou moins des Parisiens. Quand tu veux recruter à Barcelone, tu peux recruter pas mal de gens qui viennent de toute l'Europe et qui seront dans tous les cas plus ouverts à l'idée de se délocaliser à Barcelone qu'à l'idée de se délocaliser à Paris, par exemple, ou ailleurs. En plus du fait que tu arrives avec
un argument qui est assez sympathique, qui est le fait que à salaire égal, tu n'as pas du tout la même qualité de vie et le même pouvoir d'achat à Barcelone ou à Paris, par exemple, ou à Londres, ou à Berlin. Et du coup, tu arrives aussi avec des arguments qui sont autres. Et ça, pour nous, ça a été un vrai argument pour Barcelone. Et après, une fois qu'on avait choisi Barcelone, on a continué à discuter avec les gens qui étaient sur place. Guillaume en faisait partie. Il nous a fait plein d'intros à pas mal de monde. Et de proche en proche, on arrive à se construire un réseau assez rapide et assez dans un bon esprit, on va dire. Pas mal d'entraide. Et du coup, à connaître les gens sur place, à connaître la manière dont ça se passe, et puis après à poser les briques de l'implantation, d'ouvrir un bureau, de trouver les différentes personnes avec qui on va bosser, etc. Et du coup, toi, côté Peppernest, vous opérez depuis Barcelone, l'Espagne ou l'Europe du Sud, ou comment vous fonctionnez? Pour nous, Barcelone, c'est une sorte de hub européen. Donc en fait, quand on est arrivé, on a ouvert 2 équipes quasi en même temps, une équipe française et une équipe espagnole, puisque à la fois on avait envie de recruter des profils francophones et on était en train d'ouvrir le marché espagnol, ce qui a aussi joué pour le choix de Barcelone et le choix d'Espagne. Et en fait, du coup, on recrute à Barcelone des gens de toute nationalité et de pas mal de langues différentes, et notamment des Français, des Espagnols, des Italiens et des Anglais. Et toi, Guillaume, qui a la vision plus multi-boîte, comment tu vois les choses sur les différents schémas d'opération, notamment des boîtes françaises? C'est quoi les différents passes qui sont repris? Tu veux opération, c'est ce qu'elles font Non, pardon, les moyens d'opérer depuis Barcelone. Ouais. En gros, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'idée, c'est qu'il y a les boîtes. Il faut comprendre que l'une encore des spécificités liées à Barcelone, c'est que pour les startups françaises qui ont prouvé leur modèle et qui commencent à grandir, l'Espagne est souvent le premier marché test. C'est-à-dire que parce que c'est proche, c'est un tout petit marché, hein, c'est souvent divisé par 5 par rapport à la France, mais au moins, tu ne perds pas trop, voilà, tu perds pas trop ton froc versus aller en Allemagne, aux US, en Asie. Donc, c'est un bon test market. Ce qui veut dire que le premier cas, c'est les boîtes qui ouvrent un petit bureau de sales pour aller attaquer le marché. Et ça, c'est le cas de ce qu'a fait Welcome to the Jungle. Voilà, c'est vraiment purement opérer l'Espagne. Ensuite, d'opérer l'Espagne, tu as ce que Benoît et Peppernest font, qui est d'ouvrir et d'opérer vraiment plus largement sur l'Europe du Sud. Et ça, c'est parce qu'il y a un vrai attrait, un peu selon les boîtes, c'est un peu un cheminement. Il y a pas mal de boîtes qui disent on va commencer par attaquer l'Espagne, finalement qui voient l'opportunité d'avoir des ressources multilingues et les cross-fonctionnelles. Typiquement, Mano, ils ont une centaine de développeurs, ils font tous des mobile et développement B2B depuis ici, par un effet d'opportunité de leur CTO qui était avant chez Privalia. Et donc ça, c'est pour les boîtes, les scale-up, startups/scale-up françaises qui arrivent. Ensuite, il y a aussi pas mal de boîtes qui se créent ici, en fait. Puisqu'il y a beaucoup de Français, il y a une dynamique de création de boîtes. Et donc, c'est des boîtes qui sont françaises, mais qui administrativement peuvent être françaises ou espagnoles, et qui vont attaquer majoritairement le marché français pour commencer, mais depuis Barcelone, pour avoir cette flexibilité, sans avoir à faire ce que font les boîtes qui sont en France et qui doivent un peu recommencer tout setup ici. Ils ont un setup nativement international. Et ensuite, tu as quand même, avec l'un des avantages qui est que tu as tous les prestataires de services, on va dire, tout le sous-jacent de prestations de services, soit des comptables, des avocats, tous les gens qui sont en fait, chasseurs de tête, les mecs qui trouvent des lots francophones, et qui a un réseau en lui-même avec pas mal d'expertise. Donc ça, c'est un vrai plus que Barcelone offre. Et pour finir, il y a les. Après, il y a tout le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui bossent dans des boîtes espagnoles de tech font que ça crée l'utilité. Donc, il y a plein de façons d'opérer. Mais la majeure partie, c'est souvent de commencer par vouloir attaquer l'Espagne et puis finalement d'opérer les autres marchés depuis l'Espagne. Ça, c'est un pattern. D'accord. Et je ne sais pas du tout si c'est ta question. Hein. C'était ma question.
C'était D'accord. ça, c'est les différentes méthodes, les différents moyens d'opérer depuis Barcelone. Donc en fait, c'est ça, il y a l'Europe du Sud, tu l'as bien cité. J'avais aussi une question, elle est remontée d'ailleurs dans le Slack. C'est quoi la relation avec les locaux? Comment on gère ça? On a parlé des profils internationaux, on a parlé des profils français. C'est la question d'Anne Diaz. Comment on bosse avec des Espagnols? Comment on en intègre dans les équipes? Est-ce qu'on a des best practices, à l'inverse, des dons? Moi, j'ai pas Vas-y, de Benoît. je pense qu'on les intègre comme les autres personnes. Tu vas forcément, en tout cas quand tu es une boîte française comme nous à Barcelone, recruter des gens, des locaux qui sont quand même ouverts d'esprit, dans une dynamique d'avoir envie de rejoindre une start-up, avec envie de créer des projets, de faire avancer la boîte, etc. Et donc, de facto, quand tu t'adresses à ce genre de gens, qu'ils soient espagnols, français, anglais, allemands, ça change pas grand-chose sur la manière dont tu les intègres. Tu les intègres un petit peu comme les autres. Par contre, tu les intègres en anglais, etc. Voilà, on s'attache à avoir des gens bilingues, etc. Mais sinon, on les intègre de manière classique. Nous, comme on sert le marché espagnol, on intègre pas mal d'Espagnols sur ce marché-là. Et après, il y a des gens espagnols, je pense à mes équipes RH ou recrutement, par exemple. Et ben, on a des gens de nationalité espagnole sur ces équipes-là de manière assez naturelle parce que c'est eux qui connaissent le mieux le droit du marché, le droit du travail espagnol, les spécificités, les technicités espagnoles. Et donc, c'est eux qu'on intègre, quoi. Et du coup, ouais, Guillaume, tu veux compléter ce rapport avec les locaux? Alors, oui, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, le fait qu'il y a des boîtes qui n'ont pas l'habitude il y a quand même une maturité à avoir. Parce qu'une boîte qui débarque, qui n'a pas l'habitude, et j'ai eu le cas avec des boîtes qui prennent un GM local, qui le regardent un peu de loin, qui ne s'intègrent pas, qui font pas typiquement ce que Benoît fait, de venir souvent et de suivre le dossier. Et là-dessus, bon, bah, comme dans n'importe, il y a eu pas mal d'échecs là-dessus, parce que quand tu es dans l'optique d'attaquer le marché espagnol, il faut comprendre les gens, la culture, et ça doit être que de l'autre côté des Pyrénées, il y a des choses qui changent beaucoup. Typiquement, mes pauses café pendant 8 heures. Mais au-delà de ça, tu as quand même on a un défaut, à part on est arrogant, on n'a pas d'hygiène, tout ce que tu veux, mais on a un peu un défaut de vivre pas mal. Il peut y avoir un sentiment de vase clos. C'est-à-dire que la perception que les locaux ont un peu des boîtes françaises, outre l'arrogance, le manque d'hygiène, tout ce que tu veux, c'est qu'on bosse pas mal entre nous. Pour une raison qui est qu'une bonne partie de ces boîtes-là, en fait, adressent le marché français. Donc, c'est une base opérationnelle pour adresser le marché français. Donc, dans ce cas-là, ça crée un phénomène où, en fait, on va recruter beaucoup de Français et assez peu d'internationaux. Et finalement, les boîtes ne sont pas nécessairement très cosmopolites. Parce que, en fait, il y a assez de Français. Donc, ça, c'est un des patterns. Du coup, bon, là-dessus, il peut y avoir des boîtes où ça parle pas espagnol, où ça parle à moitié anglais. Parce qu'à nous, c'est la proximité. C'est là qu'on a le côté vie française. Ensuite, je pense il y a toujours ce petit phénomène un peu protocolonial qui est qu'ils se disent qui sont ces Français qui viennent manger le tapas. Et ils n'ont pas tort, mais du coup, il y a un phénomène d'attraction et un peu de répulsion comme un peu partout, je pense. Mais ça s'apprend, tu vas travailler avec les Espagnols. C'est pas parce que on est latin qu'on a la même culture, donc il y a vraiment un phénomène d'apprentissage et qui est pas simple en réalité, qui est pas simple parce que la plupart des cas, les boîtes n'ont jamais eu ont eu très peu de ressources internationales, viennent de France, très souvent de Paris, et débarquent ici et essayent d'appliquer des films culturels qui sont les nôtres. Et comme on peut aussi garder nos films culturels et bosser à la française ici, ça, c'est parfois le problème d'une difficulté à s'intégrer. Et ça demande des efforts. Moi, les partenaires, on va dire, qui font la même chose que moi ici, on se parle assez peu, aussi parce que il y a assez de boîtes dans la French Tech, donc il y a une multiplicité de cas. Mais moi, c'est pas hyper. Enfin, il y a des difficultés. On y arrive, mais c'est un truc à prendre en compte vraiment en amont, en fait. Et du coup, c'est quoi les best practices justement pour s'adapter au mieux à la culture business locale, s'intégrer à titre perso aussi?
Comment, c'est quoi pour vous les Le tips partagés? truc à recommander, et je pense que Guillaume sera d'accord avec ça, c'est que quand tu es une boîte qui justement n'a pas cette expérience internationale Mmh. On n'est pas à son 18e pays avec un playbook à dérouler en se disant ok, je prends un country manager, bam, biculturel, derrière je le fais dérouler. Quand on n'est pas là et que c'est ton premier pays et que tu découvres, je pense que l'idée c'est d'y aller le plus, en tout cas c'est comme ça que nous on a fait, c'est d'y aller le plus tranquillement possible. Et pour y aller le plus tranquillement possible et te faire expliquer toutes les étapes les unes après les autres, le mieux c'est quand même d'avoir recours à des gens qui sont biculturels, que ce soit un avocat, un comptable, des relations business, les premiers mecs avec qui tu vas nouer des contrats. L'avantage à Barcelone, c'est que tu as quand même une grosse communauté française, de boîtes françaises. Donc, c'est des gens dont tu connais la manière de bosser, ils bossent entre guillemets à la française, qui ont la même culture que toi. Quand tu leur parles, du coup, tu comprends ce qu'ils veulent te dire avec une certitude qui est plus élevée que quand tu parles anglais avec quelqu'un qui est espagnol. Et du coup, tu vas acquérir de l'expérience comme ça petit à petit. Et puis c'est idiot, mais quand tu fais ton premier contrat en espagnol, tu peux demander à un avocat espagnol de t'expliquer point par point ce que ça veut dire, tu auras une vision, mais si tu demandes à un franco-espagnol de t'expliquer les 4 différences avec un contrat français, tu gagnes énormément de temps et tu es sûr de toi sur le reste et derrière ça déroule. Donc moi, la grosse manière, on va dire, de progresser et de s'implanter, je trouve en tout cas, c'est de commencer à bosser avec des gens qui ont cette double culture, parce que ils te permettent de faire le pont de manière assez facile et d'expliquer les choses. Et puis après, au bout d'un moment, effectivement, tu vas avoir des partenariats business ou des recrutements avec des gens qui sont 100% locaux, mais ça pose moins de problèmes parce qu'en fait, tu l'as déjà fait progressivement avec des gens qui avaient la double culture et qui ont pu t'expliquer comment ça marchait. Et puis, tu es un peu moins un arrivant, tu as un peu plus d'expérience locale, donc tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Et ça se passe beaucoup plus naturellement. Ouais, tu vois les choses pareilles, Guillaume, aussi avec ce côté accompagnement et savoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment? Ouais, je pense que la réponse que je voulais donner, c'est step by step. Ouais, j'arrive même pas à le dire. Alors, en fait, ouais, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, mais pour une raison qui est exactement ce que disait Benoît, un contrat en espagnol, un avocat en espagnol, que tu connais pas et tu flippes parce que tu as des trucs qui sont quand même assez différents fiscalement, dans le droit du travail, tout ça. On a la chance d'avoir un réseau francophone. Quand je dis francophone, c'est pas que les Français avec le drapeau peint sur la tronche, on est stade de foot. Il y a des Français, des francophones, il y a des Espagnols qui ont eu des expériences dans les françaises. En fait, il faut vraiment leverager ce réseau-là. Effectivement, la première étape, c'est il y a plein d'associations, FrenchTech et autres, qui te permettent de pouvoir rencontrer les bonnes personnes francophones qui ont l'expérience. Et donc, c'est un peu un passage obligé parce que au moins ça te rassure, ça te met une certaine sécurité. Après, le cas des GM, donc des General Managers, il y a un vivier soit de Français qui l'ont fait pour des boîtes françaises, mais qui sont en Espagne depuis 15 ans, donc qui sont hyper acculturés, soit des Espagnols qui ont bossé pour des startups françaises qui peuvent être bons GM, et tu as besoin d'un renseignement culturel. Dès que j'ai les expériences qui n'ont pas marché et que j'ai observé, c'est quand justement il n'y avait pas ce dont parlait Benoît, la même compréhension business. Et ça, finalement, ça crée, tu as déjà géographiquement éloigné. Si en plus, tu as finalement un delta qui est trop important, c'est la merde. Et donc, le réseau français / francophone va progressivement t'amener vers t'espagnoliser assez naturellement. Et ça, c'est une force, à nouveau, des francophones qui sont avocats, qui sont restaurateurs, qui ont l'expérience. Bah, c'est un super asset pour commencer, quoi. Je vois bien la différence entre les boîtes qui l'ont pas fait et les boîtes qui l'ont fait. Et je vois tous les jours sur mes restauria, les avocats, les gens avec qui parler. Et moi, c'est un peu mon rôle de dire tu devrais parler avec ces gens-là parce que je sens le niveau de culture. Un Français qui est là depuis 20 ans, il n'y a plus besoin d'avoir un restaurant français, qui est généralement en plus un peu plus cher. Il peut aller voir un Espagnol. Un Français qui débarque, qui arrive à El Prat avec ses valises, faut qu'il aille voir les 4-5 interlocuteurs francophones, dont en fait c'est le business de faire ça. Et c'est l'une des. Et je pense que c'est un passage obligé parce que sinon,
Juste tu perds du temps alors que tu aurais pu le gagner, quoi. Enfin, principalement, c'est ça. Tu vas gagner beaucoup de temps. En gros, le réseau, du coup, est-ce qu'on peut dire que se faire un bon réseau local, c'est un peu une condition sine qua non pour accélérer le business là-bas? Ouais. Alors, et là-dessus, deux trucs. D'une part, je pense que c'est une condition sine qua non pour accélérer le business là-bas, avec des Français ou avec des Catalans. Hein. Moi, il y a pas mal de discussions avec des Catalans qui, en fait, n'avancent pas tant que tu les as pas rencontrés de manière physique ou que tu n'as pas été bouffé avec eux. C'est juste comme ça, c'est culturel. Euh, Tout passe pas par Skype et en Catalogne encore moins qu'ailleurs, j'ai l'impression. Et du coup, aller se faire un réseau en rencontrant physiquement les gens, en allant bouffer avec eux, etc. C'est important. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Se faire un réseau de francophones à Barcelone et contacter les bonnes personnes, comme Guillaume l'a dit, c'est ultra important aussi parce que ça te fait gagner énormément de temps. En plus, comme c'est une communauté assez soudée et assez identifiée, c'est pas difficile. Les gens vont souvent te conseiller les mêmes personnes, etc. Et donc, de proche en proche, c'est quand même assez facile d'identifier les premières personnes à qui parler et de constituer un premier réseau. Et puis, la French Tech fait plein d'événements. Enfin, il y a énormément de manières de rencontrer ces gens-là. Et après, le troisième truc sur lequel il faut faire gaffe, c'est que pour le coup, cette facilité-là peut être aussi un défaut. Et donc, quand tu arrives de Paris, il faut faire attention au fait que Barcelone, c'est un village et que du coup, ce que tu prends de ce réseau, c'est aussi ce que tu donnes dans ce réseau. Avoir une bonne attitude et renvoyer les ascenseurs dans ce réseau-là, être participant et pas juste quelqu'un qui va chercher les infos et qui ensuite run son business. C'est ultra important, c'est plus important je trouve qu'à Paris, parce que tu es moins dans une grande ville complètement anonyme, tu es plus dans un village et encore plus dans la communauté française. Et donc si tu veux bien te connecter et faire avancer un certain nombre de choses et avoir les bonnes infos, les bons contacts, et ben, ça demande aussi de t'investir et de rendre l'ascenseur tout simplement quand c'est le moment de le faire. Quoi. Ouais, ça va reprendre des données. Voilà, Guillaume, est-ce que toi, tu as aussi une best practice? Après, on prendra, il y a plusieurs questions dans l'onglet questions, mais est-ce que tu as encore un conseil sur cet aspect réseau? Donc, il y a se rapprocher de la French Tech, il y a parler avec des entrepreneurs type Benoît ou autres qui sont prêts aussi à donner du temps pour faire du feedback et partager leur expertise. Tu penses à d'autres types d'interlocuteurs qui pourraient être utiles? En fait, c'est pour rebondir sur ce que disait Benoît, le truc, c'est que tout le monde est à 2 degrés de séparation. C'est vraiment un petit village. Donc, en fait, ça va vachement dépendre des problématiques. Mais très clairement, il y a la facilité, c'est de venir sur place et tu peux venir sur place facilement, on enlève le côté Covid, hein, et rencontrer les 5-6 personnes qui vont te permettre de rencontrer du monde. Ça marche par capillarité extrêmement rapidement parce que tout le monde se connaît. Effectivement, faut faire attention à ne pas dire trop comme un consommateur, voilà, parce que donc non, je pense que ça c'est la clé pour commencer, c'est ça. Et parce qu'en réalité, c'est une petite ville, donc tu sais très vite ce qu'il va falloir faire, pas faire. Enfin, ça veut dire quoi faire et pas faire? Ça veut dire avec qui il vaut mieux travailler, avec qui il vaut mieux pas travailler. C'est la réalité, c'est que tu peux te faire avoir, mais comme partout, hein, c'est pas plus Barcelone qu'ailleurs. Mais ça, c'est important d'avoir très rapidement. En tout cas, ce savoir-là, il est très facilement accessible. Parce que tu vas en Asie, tu vas aux US, déjà il faut que tu sois bardé d'avocats, de trucs, une thune pas possible. Alors que là, tu prends ton avion, tu rencontres 4 personnes, tu vas te faire rencontrer 4 personnes, tu fais un peu marcher tes ménages et tu as déjà ton schéma d'implantation qui va super vite. Et ça, c'est pour les trucs à ne pas faire, c'est en gros de ne pas faire ça. C'est un peu con de dire ça, mais c'est un peu d'aller sur Internet en disant comment créer une boîte en Espagne. Là, c'est sûr que tu vas rejoindre la légion des gens qui se prennent un redressement fiscal au bout de 3 semaines. Mais bon, on t'aura prévenu. Parce que il y a malgré tout, dans les sujets tricky, typiquement le droit, la fiscalité, commencer à embaucher des gens sur ta boîte française sans avoir les statuts,
Il y a un truc à savoir à partager, c'est qu'ici, ils rigolent de l'inspection du travail. Ils déconnent pas du tout, quoi. On peut croire que c'est l'Espagne et qu'ils doivent être en terrasse à boire des bières. Ils le font aussi, mais quand ils veulent te saquer, il y a des exemples de boîtes qui se prennent des sacrés trucs parce que justement, il faut être quand même bien conseillé pour ça parce que quand Hacienda te chope, euh, ils sont beaucoup moins comment dire, aptes à négocier qu'en France. Ou paradoxalement, en France, on rend compte que tu peux tout à fait avoir par exemple, négocier des délais de paiement quand tu n'as pas payé ta TVA, machin. Ici, non, on coupe les comptes et après on parle. Ça, c'est un truc extrêmement vrai. La règle est souvent plus souple et plus cool en Espagne qu'en France. Par contre, l'application de la règle est extrêmement stricte. C'est un des gros avantages de Barcelone, c'est ça, hein, c'est que les règles sont plus. Typiquement, embaucher quelqu'un à Barcelone, ça va beaucoup plus vite qu'en France. Tu embauches quelqu'un aujourd'hui, il arrive chez toi à Noël ou après les Rois Mages. Max, t'embauches quelqu'un en France aujourd'hui, le temps qu'on démissionne, machin, il arrive chez toi mi-mars, début avril, quoi. Bon, de toute façon, si c'est pour embaucher en France, il faut passer par Avisio, Benoît. Exactement. On a des talents en marché. Et bon, vous n'avez pas la solution pour les périodes d'essai. Typiquement, période d'essai, ici, les notice période, c'est 15 jours. Et pour embaucher et pour se séparer, parce que malheureusement, ça arrive, parfois, on est obligé de faire des choix, c'est hyper cadré. Donc, ça, c'est. Alors, la France, avec les ruptures conventionnelles, ça s'est un peu amélioré, mais en Espagne, c'est ultra processé, il n'y a pas de prud'homme, c'est tac, 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 des règles. Et au moins, ça facilite. Mais ouais, il y a un autre truc, c'est les 15 jours de période d'essai. Ça, c'est hallucinant que la France soit à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, la comparaison entre les deux est hallucinante. C'est assez difficile, ouais. Et en même temps, tu as des applications de règles. Enfin, moi, je me souviens, c'est pas un secret, hein, la première fois où on a eu un jour de retard pour un paiement, je ne me souviens plus de quoi, d'URSSAF ou de TVA ou de trucs. Et heureusement, c'était assez rapidement dans l'histoire de la boîte. C'était pas un montant complètement dingue. Mais on a eu un jour de retard, quoi. C'est juste que le virement France-Espagne avait un jour de retard et du coup, le prélèvement n'est pas passé, quoi. C'est aussi bête que ça. Et donc, moi, je panique pas du tout, tu vois. J'appelle la gestoria, le comptable, et je lui dis, on fait comme d'habitude, on fait une lettre, on dit qu'on est désolé, on paye pas les intérêts, on paye le principal, et puis ça passe, quoi. C'est la première fois. En France, ça passe à chaque fois. En Espagne, elle m'a dit, non, tu payes 10% et tu les payes tout de suite. Parce que si tu attends demain, ils vont te rajouter 10% et ça, on ne pourra jamais négocier, quoi. Et effectivement, j'ai quand même essayé, j'ai fait beaucoup de courriers, j'ai jamais négocié. Rien. Ça n'a jamais marché. Non. L'application de la règle est extrêmement stricte. Après, tu connais la règle dès le départ, donc si tu l'appliques de manière stricte, tu ne peux pas embêter. C'est difficile d'appliquer, ouais. Ah ouais, mais notamment, l'impôt, tu le payes en deux fois. C'est un prélèvement à la source. Donc, en gros, en tant qu'employé-employeur, tu payes l'impôt quand tu verses ton salaire. Mais tu as un réajustement qui s'appelle la renta, qui est de déclarer l'ensemble de tes revenus en juin. Et tu as deux prélèvements, tu peux l'avoir un ou deux. Et là, tous les restores, tu sais plus de quoi, le plus important, c'est que tu aies l'argent sur ton compte. Ils flippent. Tu vois, parce qu'effectivement, tu as Benoît, boum. Et là, tu es aligné tout de suite en France. Ouais, je suis désolé, je t'envoie ça demain, et puis tu envoies 2 mois plus tard, et ça passe. Ici, non, pas du tout. Et pareil, quand sur les trucs de droit du travail, qui prend l'inscription du travail, ces trucs-là, ils viennent pas tout le temps, mais quand ils viennent, ça va de bien, ouais. Il y a Nicolas, justement, dans ce sens-là, qui demandait quelle est la situation fiscale. Alors, je pense qu'on a en partie répondu à cette question. Est-ce que vous voulez compléter un peu pour apporter plus d'infos à Nico, là? Je suis pas compétent sur tous les aspects. Grosso modo, hein, et vraiment, c'est des grosses masses à prendre avec des grosses pincettes. Je crois qu'on paye un tout petit peu moins de charges sur les salaires qu'en France. Les gens payent un tout petit peu plus d'impôts sur les revenus, en tout cas pour les, on va dire, petits et moyens salaires. Et après, il y a un tout petit peu moins d'impôts sur les entreprises, je crois. De manière générale, c'est quand même très proche, hein. Enfin, je pense pas que
l'écart France-Espagne sur aucun de ces points puisse justifier ou motiver un quelconque choix de venir ou de pas venir. La structuration de ce qui est fait est quand même assez proche. Les montants sont quand même relativement proches. Autant il y a un différentiel de niveau de vie entre la France et l'Espagne. Tu vas au supermarché ou boire une bière, ça ne te coûte pas le même prix qu'à Paris qu'à Barcelone, ou pour louer un appart, etc. Par contre, en différentiel fiscal, c'est assez ténu. Hein. C'est important. J'espère que ça répond Ouais, à... alors sur les... Alors après, j'ai un complément là-dessus, c'est que, à titre perso, le barème est beaucoup plus faible, comme le salaire moyen, le salaire médian est beaucoup plus faible. Tu arrives dans des tranches d'imposition élevées beaucoup plus rapidement qu'en France. Ouais. Et bon, après, tu as des mécanismes comme la loi BK, comme des choses qui, pour les gros salaires, font que tu t'attrapes, mais effectivement, tu arrives vite à 45%. Ensuite, il y a comme un peu moins de. On est encore. La France étant le pays le plus taxé du monde, il y a moins taxé en Espagne. Les charges sont un peu plus faibles, mais ouais, il faut voir en tant qu'employé que ça monte assez vite parce que c'est une règle de 3. Hein, le salaire moyen est certainement 20 à 30% plus faible que la France. Donc, du coup, à l'inverse, la note monte assez vite. Ouais, tu payes plus facilement les impôts. Ça fait déjà 45 minutes quasiment. Je voudrais vous proposer de prendre une dernière question. Il me semble que celles qui sont dans l'onglet questions, on a plus ou moins répondu. Sauf que je me trompe, on a eu la réponse à toutes. Une dernière question ou non. Je sais que ça aurait été intéressant aussi d'entendre un entrepreneur qui se pose la question d'y aller, mais j'imagine qu'on pourra on pourra passer de toute façon vos coordonnées à la fin. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que l'Espagne, c'est un super tremplin pour opérer le business soit de l'Europe du Sud, soit même une partie du business français. Mais la condition, c'est vraiment d'y arriver bien préparé, notamment via le réseau, et de mutualiser sur les erreurs que d'autres ont déjà faites pour éviter les petites boulettes. Je sais que en off, d'ailleurs, ce sera peut-être ton dernier mot, Guillaume, mais il m'a lâché pas mal de petites boulettes, c'était drôle, ou d'anecdotes. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous avoir eu. Je trouve que c'était assez complet et merci aussi à tous ceux qui sont dans le chat d'avoir posé autant de questions. Je ne vois pas de dernière question apparaître. Est-ce que vous avez un dernier mot dans ce cas côté speaker? Oui, déjà merci beaucoup. Ce que tu as dit est vrai. Je pense que il faut y arriver. Pas forcément bien préparé, je dirais pas bien préparé, mais en tout cas ouvert d'esprit et avec du temps et envie de rencontrer les gens et de discuter justement pour pas refaire ses boulettes et de comprendre la situation sur place. Il faut pas y arriver bille en tête en se disant je sais comment on fait, t'inquiète, je gère. Parce que c'est la meilleure option pour faire des conneries. Dernier mot, s'il y a des entrepreneurs ou des gens qui se posent la question d'y aller, n'hésitez pas à me contacter, Guillaume Motti, j'imagine, mais on est toujours relativement dispo, moi en tout cas pour répondre, pour discuter au téléphone, pour prendre un café soit à Paris, soit à Barcelone. Et puis, s'il y a des gens qui cherchent à y aller plutôt en tant que salariés pour le coup, n'hésitez pas non plus, on recrute, on a beaucoup de postes ouverts actuellement, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Il y a plein d'options. Ouais. Moi, si j'ai un dernier mot, c'est qu'ils ont réouvert les bars et les terrasses depuis lundi. Donc bon, le visage, j'ai rien, donc et ça c'est assez cool parce que l'un des gros assets de Barcelone, c'est qu'on va en gros, on peut boire des coups en terrasse tous les jours de l'année. Donc tapas, quoi. Voilà. Tapas. Il en faut des bonnes nouvelles en ce moment. Ouais. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que les terrasses sont réouvertes. Donc l'apéro. S'il y a des questions supplémentaires. Ah, une question dernière. Bien sûr. Allez, on prend la dernière question. Ah bah voilà, ça y est, tu viens de répondre. Mais est-ce que la French Tech recrute? Parce que Pepperness vient de répondre à la question d'Anne. Non, la French Tech. La French Tech, nous, on est une association, on est à but non lucratif, on ne gagne pas un rond et on en dépense le moins possible. En revanche, les boîtes, nous, on met en place, enfin, on aide les gens, j'ai beaucoup de coups de fil de gens qui cherchent des jobs.
et j'essaie de vérifier avec les bons chasseurs les bonnes boîtes et ça. Et on a un projet plus pour la partie stage, qui est qu'on va développer une plateforme. Il y a un vrai pain point, c'est que c'est pas forcément facile. Enfin, il y a une opportunité. Il y a 250 boîtes labellisées French Tech. Évidemment, dans des temps plus normaux, il y a plein de stagiaires qui peuvent faire leur stage ou césure ou quoi que ce soit à Barcelone. Et donc, nous, on va mettre en place un site. Hein. D'ailleurs, j'en avais parlé avec Maxime long time ago, mais là, on va lancer ça parce qu'il y a une demande. Bon, il y a une demande, mais les boîtes recrutent, quoi. C'est des indices hyper importants. En tous les cas, merci à tous ceux qui ont participé aussi pour vos questions. Merci Benoît, merci Guillaume. Et je lance ça quand même. On est Avisio, du coup, justement, on s'appuie sur le réseau. Ça s'adresse à des top managers en France, mais pas que. On est sorti de la bulle parisienne. On a des experts en région, on a des experts à l'international. Il y en a d'ailleurs plusieurs là. N'hésitez pas si vous nous avez pas déjà parlé. Nous, notre métier, c'est justement de faire des intros, c'est de secouer le recrutement, mais c'est aussi plus globalement de s'appuyer sur le réseau. Donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas si vous voulez devenir speaker, si vous avez envie de devenir expert. Bref, on s'en parle aussi. Et pour notre petite actu, il y a des events qui continuent d'arriver. Toujours sur ces formats échange de best practice. Donc, je serais ravie d'en discuter avec vous. Et si demain, on a des speakers futurs inspirés, c'est la même, venez me parler. Voilà, un dernier merci à tous. Et puis, nous, on ne mangera pas de tapas. Pas à Strasbourg, en tout cas. Mais je sais, mais bon, vous avez lancé Avisio à Barcelone un jour ou l'autre. Donc, de toute façon, voilà. C'est sur le feu. Et de toute façon, on a plein de projets en 2021. On a révélé ça déjà aux experts mardi. Mais la suite arrive de façon officielle très vite. Donc surtout, suivez-nous de près. Voilà. Merci à tous. Et je vous dis à très vite. À très bientôt. Très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci à tous. Bye bye.